tous, bienvenue au Conf Kids. On est ravis, vous êtes hyper nombreux, vous êtes de plus de 100 classes participantes pour le moment et ça n'arrête pas de grimper. Donc les Conf Kids, c'est quoi? Eh ben, les Conf Kids, ce sont des discussions, des conférences discussions pour les enfants à partir de 8 ans avec des personnes qui changent le monde pour qu'on construise tous ensemble un avenir plus souhaitable. Et aujourd'hui, on est ici grâce à One que peut-être certains d'entre vous utilisaient, qui est un réseau social éducatif, et qui nous a invités aujourd'hui à l'occasion de la Fête des Sciences pour parler d'énergie. Et on va le faire avec Greg de Temerman. Bonjour. Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'énergie. On est sûr que, comme nous, les enfants, les instituteurs, etc., vous avez tous entendu parler plein de fois, d'une façon ou d'une autre, d'énergie à l'école, à la maison, dans les médias. Donc, vous avez entendu parler de termes comme la crise énergétique, la transition énergétique, les énergies fossiles, les énergies propres, les énergies vertes, etc. Et puis, vous avez sûrement entendu dire que l'énergie et le changement climatique, c'est lié. Alors, si on a envie de comprendre pourquoi c'est lié, et puis comment on peut limiter les crises énergétiques et climatiques, il faut d'abord comprendre ce que c'est que l'énergie. Alors, rentrons dans cette discussion autour de l'énergie. Greg, n'hésite pas à nous partager ton écran et allons-y, rentrons dans le monde merveilleux de l'énergie. Alors, déjà, avant de commencer, vous avez sûrement tous entendu parler le nom du mot énergie, comme le disait Déborah, et vous l'entendez dans plein de contextes. Je suis sûr que vos parents vous ont déjà dit, ah, aujourd'hui, tu as trop d'énergie, va jouer dans le jardin pour te fatiguer un peu, ou aujourd'hui, j'ai pas assez d'énergie, ou tiens, voici une boisson énergisante. Donc, c'est un mot qu'on utilise pour plein de choses, et c'est un peu difficile de comprendre de quoi on parle, et ça va être le but de cette petite heure, de regarder de quoi on parle et d'essayer de vous faire bien comprendre ce que c'est le concept d'énergie, parce que vous allez voir qu'en fait, c'est fondamental dans tout ce qu'on fait. En fait, la première chose qu'on voudrait faire, c'est justement vous poser la question. Euh, Si vous regardez un peu les activités que vous faites sur une journée, quand est-ce que vous pensez que vous utilisez de l'énergie? Alors, on va vous demander pour ça de répondre dans le chat. Alors, les enfants, les instituteurs, les institutrices, à quel moment, à votre avis, on utilise de l'énergie? Dites-nous ça dans le chat. Moi, j'ai plein d'idées. Je ne sais pas, je vois plein. Bon, en plus, j'avoue que j'ai les réponses sous les yeux aussi, hein. Alors, le sport, quand on court. Ah oui, le sport aussi pour courir. Ah, vous êtes à fond sur le sport, vous. OK, quand on joue, ça marche à la récré. Quand on utilise le téléphone, tout le temps, quand on travaille pour éclairer la classe, oui, bien vu, pour éclairer la classe, vous avez aussi les instituteurs et les institutrices. Pour faire du vélo, tout le temps, pour le chauffage, l'après-midi en récréation, quand on allume la lumière, quand on joue dans le jardin. Bon, quand on respire, ah oui, c'est intéressant, quand on prend la voiture, quand on prépare son petit-déj, oui, pour la lumière. Bon, vous avez grosso modo les transports, bien sûr. Alors, Greg, ils ont couvert pas mal de réponses là, hein. Oui, alors en effet, vous avez bien compris le principe. En fait, c'est que vous utilisez de l'énergie tout le temps. Tout ce que vous faites, hein, toutes les actions que vous pouvez faire sur une journée. C'est très marrant que quelqu'un ait dit pour respirer, parce qu'effectivement, même d'être assis sur une chaise, de ne rien faire, c'est consommer de l'énergie, parce que votre corps a besoin de se chauffer, il a besoin de faire fonctionner vos poumons, le cœur et tout ce que vous faites, vos yeux. Et donc, on utilise de l'énergie sur absolument tout ce qu'on fait. Ça, c'est fondamental de le comprendre. Toute action, tout ce que vous allez faire va demander de l'énergie. Et ça nous permet en fait d'avancer à la prochaine étape, mais c'est quoi en fait l'énergie? Eh bien, l'énergie, c'est justement ça. La définition de l'énergie, c'est ce qui nous permet d'agir. D'accord? Il faut penser à l'énergie comme une sorte de stock, une réserve que vous avez pour faire des actions. Donc, vous avez les réserves d'énergie qu'a votre corps. Normalement, vous avez pris un petit déjeuner ce matin, donc vous avez mangé des aliments et vous allez utiliser l'énergie qu'il y a dans ces aliments pour tenir jusqu'à à peu près midi, j'imagine. Et ensuite, vous aurez un goûter et un repas le soir. Donc, vous prenez l'énergie des aliments pour faire des choses. Mais si on pense plus largement, il y a plein d'autres formes d'énergie, on va en parler juste après. L'énergie, c'est la capacité qu'on a à changer le monde. Tout ce que vous voyez autour de vous, les maisons, les routes, etc., ça a été fait parce qu'on a été capable d'utiliser de l'énergie. Si on n'avait pas d'énergie, il n'y aurait pas de vie, pas de mouvement, pas de lumière. Donc l'énergie, c'est vraiment la base de tout ce qu'on fait, c'est la capacité qu'on a à bouger et à faire des choses. Euh, est-ce que, euh, est-ce que vous avez une idée des différentes formes d'énergie? Puisque vous imaginez bien que c'est un concept, mais en fait, il y a plein de formes différentes. Vous avez pas pensé à plein d'applications différentes. Est-ce que vous avez une idée de quelles sont les différentes formes d'énergie? Alors, ce que je vous propose, comme vous m'avez. Alors, dis donc, ça défile dans le chat déjà. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont envie de venir nous répondre au micro là-dessus? À votre avis, quelles sont les sortes d'énergie? Oh là, vos réponses sont toutes incroyables. Allez, Madame Aymon, on vous donne la parole. Réactivez votre micro. Bonjour. Bonjour. Alors, qui nous parle de la classe de Madame Aymon? Viens Esteban. C'est Esteban. Salut Esteban, bienvenue.
Allez, quelles sont les différentes énergies qu'on a travaillées? Ah, vous les avez travaillées en plus. C'est trop la classe. Vas-y, Esteban. L'énergie fossile, Ouais. T'en as d'autres ou pas? euh, les énergies renouvelables, Ok. Ouais. Gabriel, t'en as une autre? Viens. Les autres classes, vous pouvez lever la main. Hein. N'hésitez pas, on va vous donner la parole. et aussi les énergies musculaires. Ah, l'énergie musculaire, intéressant. Merci les enfants de la classe de Madame Aymon. Je vous baisse la main les classes, mais vous inquiétez pas, vous les relevez tout à l'heure, on va vous poser plein de questions. Ok. Donc on nous a répondu, je ne sais pas si tu vois dans le chat, hein, Greg. Ouais. Alors vous avez bien répondu. Il y a plein de réponses hyper intéressantes. On va classifier un tout petit peu différemment par rapport à ce que vous avez fait, mais vous allez vite ça y comprendre est. pourquoi. La première forme d'énergie auquel on peut penser, oups, je ne vais pas dans le bon sens, c'est la chaleur. D'accord? La chaleur, c'est une forme d'énergie. Si vous avez besoin du chauffage et l'hiver va bientôt commencer, la chaleur, c'est une première forme d'énergie. La forme d'énergie que vous connaissez peut-être le plus, c'est la lumière. Je pense qu'on voit beaucoup de classes avec des lumières allumées. Donc, vous avez la lumière du jour, mais vous avez aussi la lumière qu'on utilise. Vous avez ce qu'on appelle, c'est un petit peu plus compliqué, mais l'énergie cinétique, qui est l'énergie du mouvement. C'est-à-dire à chaque fois que vous bougez à une certaine vitesse, eh bien, vous avez, c'est de l'énergie que vous mettez en jeu. Vous l'avez cité, il y a l'électricité, qui est une forme d'énergie un petit peu particulière parce qu'elle n'existe pas dans la nature, on en parlera peut-être. Et il y a l'énergie dont on parle beaucoup en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler à la radio le matin ou sur les infos où vos parents peut-être râlaient parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'essence en ce moment. L'énergie chimique. L'énergie chimique, c'est l'énergie qui est contenue, par exemple, dans l'essence et qu'on va utiliser pour faire autre chose, notamment pour votre voiture. Il y a plusieurs choses qui sont fondamentales à comprendre. Déjà, c'est d'où viennent toutes ces différentes formes d'énergie et comment on passe d'une forme d'énergie à l'autre. Ce qui est hyper important de comprendre, c'est qu'en fait, quasiment tout ce que vous faites vient du soleil. Le soleil, donc la boule jaune qui est dans le ciel, normalement, si vous regardez par la fenêtre, c'est un énorme réacteur de fusion nucléaire, d'accord? Et c'est ça qui amène toute l'énergie, ou presque, qu'on utilise sur Terre. Pourquoi? Parce que l'oxygène, le soleil, pardon, c'est à la base de ce qu'on appelle la photosynthèse, c'est-à-dire la capacité pour les plantes de capter du CO2 et de grandir. C'est grâce à l'énergie du soleil, qui est de l'énergie lumineuse, c'est des rayons lumineux qui arrivent sur la Terre, que l'ensemble des plantes que vous connaissez. Donc la photosynthèse, elle permet deux choses. D'une, de nous nourrir, et ça c'est la base de notre énergie. La première chose qu'un être humain doit faire, c'est survivre. Et pour survivre ou vivre, il a besoin de manger. Manger, l'ensemble de votre alimentation provient de la photosynthèse, donc l'énergie du soleil qui est capturée et transformée en énergie chimique par les plantes. Ça vous permet de faire des légumes, ça vous permet de faire des fruits, etc. Ça permet aussi de nourrir les animaux que nous, on va manger, puisqu'on mange de la viande. Il faudrait en manger moins, on en parlera tout à l'heure, mais on mange de la viande et ça, c'est aussi de l'énergie, de la photosynthèse. On donne de l'énergie de la photosynthèse aux animaux à manger. Un petit peu plus conceptuel, mais ça donne aussi l'énergie du soleil. C'est aussi ce qui nous a donné le pétrole, c'est aussi ce qui nous a donné le charbon et c'est aussi ce qui nous a donné le gaz. Parce qu'en fait, pétrole, gaz, charbon, ce qu'on appelle des énergies fossiles, eh ben, comme le nom l'indique, c'est des plantes qui se sont décomposées ou des organismes vivants qui se sont décomposés pendant de très longues périodes, généralement des dizaines de millions d'années, des centaines de millions d'années, qui ont fossilisé, qui se sont transformés. Et donc, on a transformé de la biomasse ou de la masse vivante en charbon, en pétrole et en gaz. En gros, si on voulait simplifier un petit peu, ce qu'on appelle les énergies fossiles, c'est un petit peu des dinosaures de plantes, c'est des restes de plantes et d'organismes vivants qui se sont formés il y a des centaines de millions d'années. Et vous voyez que ça aussi, ça vient du soleil. Donc toute l'énergie qu'on utilise sur Terre ou presque, à part l'énergie nucléaire, elle vient du soleil et des étoiles. Alors attends, moi j'ai une petite question à poser aux classes, Greg. Moi je voudrais savoir, tu sais, tout à l'heure tu as dit qu'il y avait comme forme d'énergie la chaleur, la lumière, l'énergie cinétique, l'électricité et l'énergie chimique. Ok? Je voudrais savoir, les enfants, et levez la main si vous pensez que c'est vrai ou croisez les bras comme ça si vous pensez que c'est faux. Est-ce que vous pensez qu'au quotidien, tous les jours, on utilise toutes ces énergies-là? Levez la main si vous pensez que c'est oui ou croisez les bras si vous pensez que c'est non. Alors, voyons voir, qu'est-ce que ça répond? Ah oui, globalement, ils pensent qu'on utilise toutes ces énergies tous les jours. Ok. Ouais. Greg, c'est le cas ou pas? Alors oui, quasiment. Vous utilisez quasiment toutes les sources d'énergie. Ça dépend un petit peu ce que vous faites de vos journées, mais oui. Et en plus, soit vous les utilisez directement, parce que vous utilisez directement l'énergie. Si vous prenez, si vos parents vous emmènent en voiture, vous utilisez directement l'énergie chimique de l'essence, mais aussi indirectement parce que vous utilisez des objets
qui ont une nécessité de l'énergie pour les fabriquer. Donc oui, vous avez raison, on utilise à peu près toutes les formes d'énergie qui existent tous les jours, bien souvent sans s'en rendre compte, parce qu'on ne prend pas compte de ce qu'on fait avec l'énergie, mais on le fait. Et c'est exactement quelque chose qui est extrêmement important de comprendre aussi dans l'énergie. Il y a deux principes de base, c'est que l'énergie, ça se convertit. C'est-à-dire que quand on dit utiliser de l'énergie, c'est un terme qui n'est pas totalement correct. Ce qu'on fait, c'est qu'on convertit, on passe d'une forme d'énergie à une autre. Par exemple, si je prends l'exemple du pétrole, de l'essence, vous allez le mettre dans votre voiture, c'est de l'énergie chimique qui est stockée. Vous allez démarrer le moteur de la voiture et bouger, faire un mouvement. Vous allez transformer l'énergie chimique en énergie d'un mouvement. D'accord? Donc, c'est une première conversion. Pareil, si vous allumez la lumière, vous convertissez de l'énergie électrique en énergie lumineuse. Et tout ce que vous faites en fait dans la vie, c'est de convertir de l'énergie d'une forme à une autre. Si votre corps survit et vit tous les jours, c'est parce que vous convertissez l'énergie chimique des aliments en énergie mécanique, parce que vous faites du mouvement, en chaleur, parce que votre corps y chauffe beaucoup, etc. Et ce qui est important de comprendre, c'est que à chaque fois, vous allez avoir des pertes. On va perdre un petit peu d'énergie à chaque fois. Si je vous montre un petit peu sur le pétrole, c'est une énergie qu'il faut aller chercher. On va très profondément, généralement, on extrait le pétrole, qui est un liquide, on le transforme, on fait des transformations de ce pétrole pour le convertir, par exemple, en essence ou en diesel, ça dépend ce qu'on veut, mais c'est la même chose, c'est l'essence que vous allez acheter à la pompe quand il y en a. Et ensuite, vous mettez cette essence dans la voiture et vous la convertissez. Une fois que le moteur tourne, vous convertissez ça en mouvement. Ça devient une autre forme d'énergie. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois, la quantité d'énergie qui existe, elle diminue. Parce que à chaque fois, vous allez avoir des pertes. Toute l'énergie n'est pas convertie d'une forme à une autre. Et ça, c'est extrêmement important puisqu'il faut limiter au maximum les pertes si on veut essayer d'utiliser au mieux possible l'énergie. Parce que vous vous rendez bien compte que l'énergie, par exemple, du pétrole, c'est une énergie qu'il faut aller chercher. C'est une ressource qui est rare, qui se raréfie parce qu'on utilise une ressource qui s'est formée il y a très longtemps et donc on a intérêt à en utiliser beaucoup moins. Et l'autre chose qui est extrêmement importante, c'est que cette énergie, une conversion de l'énergie, par exemple, c'est brûler des choses. Quand on brûle du bois, si vous avez une cheminée chez vous, que vous brûlez du bois pour faire de la chaleur, si vous avez une chaudière à gaz chez vous pour le chauffage ou pour l'eau chaude, vous brûlez de l'énergie fossile, du charbon ou généralement du gaz et du pétrole. Et ça forme ce qu'on appelle du CO2, du dioxyde de carbone qui va rester dans l'atmosphère et on en parlera après puisque ça cause aussi le changement climatique. Alors, on a, du coup, il y a quelqu'un qui nous a posé une question, il y a P. Vernet 208 qui nous a posé la question d'où vient le CO2, du coup, on va y répondre après. À ce stade, les écoles, les enfants, est-ce que dans les choses que Greg a dites, il y a des choses qui ne sont pas claires sur lesquelles vous voulez qu'on revienne? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas forcément bien compris du premier coup? Est-ce qu'il y a des choses qui méritent d'être éclaircies? N'hésitez pas à nous le dire avant qu'on passe à la suite. Je ne prends pas les questions pour le moment hyper larges, par exemple, quand est-ce que ce sera la fin du pétrole ou quoi, mais on y répondra tout à l'heure. Bon, a priori, on nous dit ça va, on comprend bien. Très bien. Eh bien, on continue, Greg. Alors, du coup, on en était effectivement à la combustion et puis à l'émission de CO2 et aux énergies fossiles. Et là, on a une question pour vous, les enfants. Voilà, donc l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie fossile, juste pour rappeler, c'est charbon, gaz et pétrole, d'accord? C'est les trois sources d'énergie dominantes dans le monde. Alors en France, on n'utilise plus beaucoup de charbon, mais il en reste un tout petit peu. Et juste une question, et pour voir un peu si vous vous rendez compte de la quantité d'énergie fossile qu'on utilise, si on considère 10 unités d'énergie, combien en France de ces énergies sont du pétrole et du gaz principalement et un petit peu de charbon? Est-ce que vous pensez que c'est deux? Vas-y. On va changer un peu la méthode. On va vous demander de lever la main, mais physiquement, avec votre bras. Et s'il y a des enfants qui sont porteurs de handicap, on veut bien qu'il y ait un enfant qui se place derrière cet enfant qui est porteur de handicap et qui lève la main pour lui. Du coup, il lèvera les deux mains. Qui pense que sur 10 unités d'énergie en France, on utilise 2 énergies de fossiles? Levez la main. Levez la main physiquement. Si vous pensez que c'est 2. Ok, ça ne lève pas beaucoup la main. Est-ce que vous pensez que c'est 5? Ok, ça lève pas. Ah si, ça lève déjà un peu plus. Et qui pense que c'est 7? Ah ouais, alors là, bon, c'est massif. Greg, c'est quoi la réponse? Alors c'est très bien, la réponse c'est effectivement 7, c'est à peu près 7, c'est juste un petit peu en dessous de 7. En France, qui est un pays où on utilise pourtant beaucoup d'électricité, à peu près 7 unités d'énergie sur 10 viennent du pétrole et du gaz en grande majorité. Et
pour simplifier, à peu près la moitié de l'énergie qu'on utilise en France, c'est du pétrole. Et 20%, donc un peu plus, c'est du gaz. Donc, c'est très bien d'avoir compris ça parce que c'est un des problèmes qu'on a. On utilise encore beaucoup trop d'énergie fossile. Et même dans un pays comme la France, un pays développé, une grande partie de notre énergie provient de ces énergies. Si on prend au niveau mondial, ça ne serait pas 7 unités, ça serait 8 ou 9 unités sur 10. Vous imaginez en fait à quel point on est dépendant de ces énergies. Et juste pour vous montrer un petit peu un exemple de la quantité d'énergie qu'on peut utiliser. C'est parfois assez compliqué de se rendre compte, pardon, des quantités qu'on utilise. Dans le monde, à l'heure actuelle, on utilise encore énormément de charbon. Le charbon, c'est l'énergie qu'on utilise depuis très longtemps. On a commencé à utiliser du charbon il y a 2000 ans et ça s'est vraiment développé dans les années 1800. Mais c'est encore une des énergies qu'on utilise le plus. Dans le monde, à l'heure actuelle, on utilise 8 milliards de tonnes de charbon par an. D'accord? Juste pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, parce que c'est difficile de se rendre compte de ces quantités. Si vous imaginez que ce charbon, il était sous la forme d'un Rubik's Cube. Vous avez tous dû jouer avec un Rubik's Cube. C'est un petit cube en plastique qu'on manipule. Ça fait à peu près 5 cm de côté. D'accord? 5 cm par 5 cm par 5 cm. Dans le monde, à l'heure actuelle, on brûle 1,3 million de ces petits cubes par seconde. D'accord? Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu des quantités que ça représente. Ça fait plus d'1 tonne de charbon par personne dans le monde qu'on utilise chaque année. D'accord? Vous imaginez les quantités de charbon qu'on peut utiliser. L'autre chose qui est vraiment importante de comprendre, c'est qu'en fait, l'énergie, c'est principalement pour alimenter des machines. Votre corps, le corps humain, il est finalement très très peu efficace. Il n'est pas capable d'utiliser beaucoup d'énergie et de faire beaucoup d'actions. Une façon de se rendre compte de ça, c'est de comparer par exemple avec un cheval. Si je compare l'énergie ou la puissance qui est capable de fournir un corps humain, c'est seulement 1/8 d'un cheval. En gros, il faut 8 hommes, 8 personnes, 8 humains, 8 adultes pour avoir l'équivalent du travail que peut faire un cheval. D'accord? Vous voyez déjà un petit peu la limite. Mais ce qu'on a été capable de faire dans l'histoire, c'est de développer des machines qui sont bien plus puissantes que nous. Si on prend une voiture toute simple, c'est l'équivalent de la puissance d'une centaine de chevaux. Et donc, c'est l'équivalent de 800 personnes en termes d'énergie. Vous vous rendez compte rapidement, en fait, que c'est des machines que vous avez autour de vous qui utilisent de l'énergie, mais qui l'utilisent bien plus vite que ce qu'on est capable de faire. C'est une des composante de l'évolution de l'histoire humaine, c'est qu'on a été capable de construire des machines qui utilisent de l'énergie et qui nous ont permis de faire des choses qu'on n'aurait jamais été capable de faire. Si vous vous souvenez, si vous regardez des livres d'histoire, il y a 300, 400 ans, les gens étaient dans les champs à travailler à la main. Maintenant, vous avez un tracteur qui va tout faire beaucoup plus vite. D'accord? Et ça, c'est parce qu'on a de l'énergie à profusion qu'on est capable de faire tout ça. L'autre chose, alors, je ne sais pas si on a le temps pour la vidéo en entier, Déborah, je te laisse me dire. Je pense que tu peux mettre la fin peut-être juste au moins la fin de la vidéo parce qu'elle est rigolote. On aime bien pour vous faire représenter un petit peu ça, pour vous faire représenter à quel point le corps humain, au final, il ne peut pas produire beaucoup d'énergie. Cette vidéo va essayer de vous montrer un des meilleurs cyclistes au monde, un des cyclistes qui est le plus puissant au monde. Donc, c'est celui qui a, vous voyez un peu la taille de ses cuisses. Donc, c'est quelqu'un qui est très entraîné. Et vous allez voir en fait quelle difficulté il va avoir à essayer de faire juste griller une tartine de pain. Donc, comment ça fonctionne? On va juste avancer un peu. Il est sur un vélo, une sorte de vélo d'appartement que vous avez tous déjà dû voir, d'accord? Son vélo est connecté. Est-ce que ça marche? Oui. Son vélo est connecté. Son vélo est connecté à un grille-pain. Et vous voyez que son vélo va directement alimenter le grille-pain en électricité. Et il va pédaler au maximum de ses forces, d'accord? Le plus fort qu'il peut pour essayer de faire griller ce pain. Et il va faire ça pendant ses cuisses, plusieurs minutes. Vous avez vu la taille de ses cuisses. Vous voyez, il est à fond. Il ne peut pas aller beaucoup plus vite. Il ne peut pas aller beaucoup plus fort. On va avancer un peu. Vous voyez, il souffre. Le pain est encore pas grillé. D'accord? Et il arrive tout juste à la fin. Vous voyez l'état de fatigue dans lequel il est. Juste pour vous montrer qu'un cycliste professionnel qui est capable de développer autant d'énergie est à peine capable de développer suffisamment d'énergie pour griller une tartine de pain. D'accord? Et on ne peut pas tous avoir un cycliste professionnel chez soi. Non, alors d'une, vous pouvez vous entraîner pour être aussi fort que lui, mais de deux, c'est juste pour que vous vous rendiez compte de la quantité d'énergie que vous utilisez sans le savoir. Dès que vous grillez vos tartines le matin ou que vous faites chauffer votre lait, a priori, votre corps humain ne serait pas capable de fournir la même quantité d'énergie. D'accord? Ça vous donne un petit peu une idée de la quantité d'énergie que vous pouvez utiliser. Voilà. Donc, on l'a dit,
une grande majorité de l'énergie qu'on utilise, c'est de l'énergie fossile. C'est des choses qu'on brûle. D'accord? C'est du pétrole, du charbon, du gaz qu'on va brûler. En France, c'est à peu près 7 unités sur 10. Le problème de ça, c'est que quand on brûle quelque chose, ça forme ce qu'on appelle du CO2, du dioxyde de carbone, qui va s'accumuler dans l'atmosphère. Et ça a un énorme défaut, c'est que ça cause ce qu'on appelle le changement climatique. Alors, juste pour essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, vous avez énormément d'énergie qui était piégée dans le sol, qu'on a réussi à sortir maintenant parce qu'on a des machines puissantes. On est capable d'aller sortir de l'énergie qui s'est accumulée pendant des millions d'années. Et ça, il faut se rendre compte qu'en fait, cette énergie a été accumulée pendant des dizaines, des centaines de millions d'années. Et nous, on l'utilise à un rythme qui est des millions de fois plus rapide qu'il s'est formé. D'accord? Encore une fois, on est extrêmement efficace pour aller chercher ces énergies. Ce qui se passe grosso modo, si on prend la planète, le Soleil nous amène de l'énergie, d'accord? On en a parlé tout à l'heure. Ça permet de chauffer la Terre, ça permet que la température soit vivable. Comment ça fonctionne? Une partie de cette énergie est directement repartie, elle est réfléchie par les nuages, etc. Une partie de l'énergie va être stockée sur la Terre pour nous permettre de chauffer, et elle va être réfléchie vers l'atmosphère. La Terre va réémettre des radiations vers l'atmosphère. Quand on émet des gaz à effet de serre, on va en fait piéger une partie de cette énergie qui devrait repartir. On va créer ce qu'on appelle un effet de serre, c'est-à-dire que le gaz qu'on met dans l'atmosphère, le CO2, il va piéger la chaleur qui devrait repartir dans l'espace. Et qu'est-ce que ça cause? Ça fait que la planète, elle se réchauffe assez rapidement parce qu'on rajoute du gaz. Plus on rajoute du gaz et du CO2, plus on utilise de l'énergie, qui est pour l'instant principalement fossile, plus on réchauffe la planète. Le réchauffement climatique, c'est vraiment ça, c'est les gaz piègent la chaleur qui devrait repartir dans l'espace. Alors, c'est des quantités énormes d'énergie qu'on piège, et vous savez peut-être déjà qu'en 150 ans, on a réchauffé la planète de plus de 1 degré avec l'énergie qu'on utilise. Plus des 3/4 du changement climatique, ça vient de notre utilisation de l'énergie fossile. D'accord? Donc, c'est vraiment important de le comprendre. La cause principale du changement climatique, c'est nous, c'est les humains, parce qu'on brûle des énergies fossiles qui se sont accumulées pendant des grandes périodes de temps. Une façon simple de voir ça, c'est un peu comme une cocotte minute qui est en train de se passer. On est en train de mettre un couvercle sur la Terre et ça la réchauffe parce que l'énergie ne peut plus s'en aller. Elle voudrait sortir, elle voudrait aller dans l'univers et elle ne peut plus parce qu'on a une sorte de couvercle. D'accord? C'est une façon un peu simplifiée de le dire, mais c'est grosso modo ce qui se passe. Est-ce que vous savez maintenant quels sont les effets ou quelles sont les conséquences du changement climatique? Alors, on vous propose de lever la main et de nous dire au micro, les enfants, à votre avis, quelles sont les conséquences de tout ça? Allez, le CM2 de Mademoiselle Comadina, réactivez votre micro et on vous écoute. Ça fait des trous dans la couche d'ozone. Ah, des trous dans la couche d'ozone. Alors, on va s'arrêter là-dessus. En un mot, Greg, c'est une des conséquences ou pas? Alors non, non, c'est un effet à part. C'est aussi lié à des gaz qu'on utilise, mais ce n'est pas exactement le même effet. Ben, on fera une autre conf kids une autre fois là-dessus. Mais a priori, ce problème-là, on l'a réglé. La classe Natacha et Karine, allez-y, on vous écoute. Ça fait fondre les glaciers? Ça fait fondre les glaciers, ça marche, merci. La classe Lien, allez-y. Vas-y. Une des causes, c'est les glaciers qui fondent. Il vient de dire. Une des conséquences, ok, très bien. T'avais autre chose ou pas? Non? Bon, je voulais dire. La classe du Breuil, on vous écoute. Valentin. Alors, en fait, c'est les glaciers, ils fondent. Et ce qui se passe souvent, l'eau est glacée. Ouais. On se compacte. Et elle est tendue petite. Quand les glaciers fondent, ça va inonder plusieurs continents. Ça va inonder les continents, ça me va. Bon, je vous dis un petit peu ce qui se passe dans le chat aussi. Hein. Il y a pas mal de choses dans le chat. La planète ne va pas tenir. Bon, on espère que si quand même, on va tout faire pour. Ça fait monter le niveau de l'eau des océans. Ça fait des éruptions volcaniques, non pas vraiment. Ça fait disparaître des espèces d'animaux. Ça crée des incendies, oui. La végétation meurt à cause de la chaleur, ça augmente la température, ça fait de plus en plus de CO2, sécheresse, pollution, moins de neige, mort des animaux, canicule, risque de famine, disparition d'espèces, fonte des glaces, migration forcée. Alors Greg?
Alors, vous avez quasiment capturé tous les effets, en effet. Ce qu'on connaît le plus, c'est effectivement la fonte des glaces, puisque la planète se réchauffe et donc la glace fond au fur et à mesure, ce qui va faire monter le niveau des océans, ce qui va être un problème pour toutes les côtes, puisque les côtes vont reculer. Ça augmente la quantité le nombre d'événements extrêmes qu'on va avoir, notamment les tempêtes, les tornades, etc. Vous avez tous dû entendre parler cet été des incendies. On en a eu beaucoup en France et il va y en avoir de plus en plus parce que la planète se réchauffe et il y a de plus en plus de sécheresse et donc les arbres ont vraiment du mal. Vous avez peut-être vu que les arbres ont souffert cet été et ils deviennent de plus en plus faciles à brûler. Donc on a de plus en plus d'incendies. On va avoir plus de sécheresse et en plus, on va avoir plus de pluie extrême. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, on va avoir de plus en plus, il fait chaud, donc l'eau, elle s'évapore plus vite, donc on a plus de sécheresse. Mais quand il pleut, parce qu'il va y avoir plus d'eau dans l'atmosphère, les pluies vont être beaucoup plus violentes. Et ce qui ne va pas nous aider parce que les sols, ils ont besoin des pluies régulières et pas des pluies violentes. Et l'autre chose, quelqu'un a mentionné, c'est très bien, il y a des avalanches, mais il y a aussi ce qu'on appelle des glissements de terrain, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui se réchauffent trop vite et le sol devient instable. Et ça peut être sur plein d'endroits. Vous avez peut-être entendu parler de gros glaciers qui se sont effondrés dans les Alpes. En ce moment, il y a des montagnes qui sont en train de s'effondrer parce qu'on a des sols gelés qui sont en train de dégeler et les structures ne sont plus stables et donc ça cause plein de choses. Donc vous avez bien capturé l'ensemble des choses et toutes ces choses-là, elles augmentent très vite avec le réchauffement climatique. C'est vraiment important de le savoir. C'est que à chaque fois que la planète se réchauffe un tout petit peu, ces effets deviennent de plus en plus importants et de plus en plus fréquents. On appelle ça une exponentielle en maths, vous apprendrez ça un jour. Ça accélère en fait l'effet de ces effets, les conséquences du changement climatique, elles accélèrent très vite. On peut penser que ça se réchauffe pas vite, la planète, mais en fait, elle se réchauffe très très vite et les conséquences deviennent de plus en plus visibles. D'où l'urgence à agir. L'urgence à agir. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est parfait, c'est la partie qu'on va aborder. Moi, j'ai quand même une petite question à poser aux enfants d'abord. Pareil, je vous demande de lever la main avec vos bras. Et encore une fois, s'il y a un enfant, un petit garçon, une petite fille porteur de handicap, quelqu'un se met derrière lui ou derrière elle pour répondre à sa place. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Tout ce dont on se parle là, le réchauffement, etc., est-ce que c'est des choses qui vous inquiètent ou est-ce que vous... Ouais? Ouais, la question, c'était où est-ce que vous avez plutôt confiance en la suite? Bon, apparemment, ça vous inquiète pas mal quand même. Bon, du coup, on va très vite passer aux solutions. Alors, Greg, c'est le moment. Alors, je l'ai dit, à peu près trois quarts du changement climatique, ça vient de notre utilisation d'énergie fossile. D'accord? Donc, la première chose qu'il faut faire, c'est ne plus utiliser d'énergie fossile. Alors, ce n'est pas quelque chose de simple parce qu'on en dépend tellement, on l'a dit, 7 unités d'énergie en France sur 10, c'est des énergies fossiles, donc on ne va pas s'en passer du jour au lendemain. C'est un problème, ça va prendre du temps, mais il est nécessaire d'utiliser de plus en plus des sources d'énergie qui n'émettent pas de CO2 ou qui émettent très peu de CO2. C'est ce qu'on appelle la transition énergétique. Vous avez peut-être entendu parler, on en entend beaucoup parler. C'est le fait de remplacer les sources d'énergie fossiles par des énergies bas carbone, certains vont dire des énergies vertes, on parlera de ce que ça veut dire. C'est surtout des sources d'énergie qui n'émettent pas de CO2 pour ne pas contribuer au changement climatique. Et ça va être par exemple, si on parle de l'électricité, juste de l'électricité ici, ça va être des éoliennes, ça va être des panneaux solaires, ça va être des centrales nucléaires, toutes les choses qui ne créent pas de CO2 pour pouvoir diminuer la quantité de gaz qu'on émet. Et vous l'avez dit, on l'a dit, il y a urgence à le faire, il faut le faire extrêmement vite, il faut changer complètement l'ensemble de nos utilisations de l'énergie. Donc ça, c'est une première chose. On va parler d'un autre levier d'action après, qui va être d'utiliser moins d'énergie aussi, parce que ça va rendre les choses plus faciles. Mais une des priorités, c'est déjà d'utiliser d'autres sources d'énergie qui, elles, ne vont pas contribuer au changement climatique. Et justement, est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous avez des suggestions d'énergie bas carbone, des types d'énergie qu'on va pouvoir utiliser dans le futur et qui n'émettront pas de gaz à effet de serre? Alors, venez au micro, les enfants. Qui a envie de nous parler Alors là, on a Dubreuil. Alors, allez-y, Dubreuil. Vous avez ouvert le micro. Quelle énergie bas carbone? Énergie, un exemple vite. Anthony, allez. Valentin. Qu'est-ce que tu proposes? Vas-y, Quentin, il propose. Les énergies nucléaires. Ok, renouvelable, on nous répond nucléaire. On va en parler, ça marche. La classe Laurence Guéry. Je peux parler alors. Allez-y. Les voitures électriques. Et l'énergie. Donc l'énergie, ok, ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'école Vadevillers, allez-y, dites-nous l'école Vadevillers. Vent, soleil, eau.
Ah, soleil, eau, ça marche. Excuse-moi, je ne t'avais pas entendu. L'école Vadeviller, allez-y. Vent, soleil, eau. Bon, ah, c'était toi. Ok, ça marche. C'est noté. Eh bien, écoutez, école Montessori CM1, CM2, vous avez ouvert votre micro et puis après, je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans le chat pendant ce temps. Bon, bah non, ça rouvre pas le micro. Allez, tant pis alors. Eh bien, écoutez, on nous a parlé de l'énergie des éclairs, on nous a parlé de la méthanisation, de l'énergie hydraulique, la marée, les barrages, la pluie, la biomasse, les énergies vertes, les muscles. Ah oui, on nous a parlé des muscles, mais on va vous en parler justement tout à l'heure. Les énergies vertes, solaires, éoliennes. Bon, ben, je pense que c'est tous des futurs physiciens. Greg, je ne sais pas ce que tu penses. Alors, vous avez effectivement bien capturé les différentes choses, d'accord? On va voir ce qu'on appelle la biomasse, c'est-à-dire toutes les plantes ou les arbres qu'on fait pousser. Alors, c'est des énergies renouvelables si on les utilise correctement, d'accord? Si on utilise du bois, c'est une source d'énergie bas carbone parce que ça a capté du CO2 quand le bois a poussé, quand l'arbre a poussé. Par contre, il faut l'utiliser d'une façon raisonnable, c'est-à-dire il faut utiliser le bois à la même vitesse qu'il pousse. Sinon, on déforeste et c'est encore pire que mieux. Mais la biomasse, c'est une source d'énergie renouvelable et bas carbone. Et quelqu'un a mentionné du biogaz, par exemple, bah, c'est une transformation de la biomasse. On va transformer du bois ou des déchets agricoles en gaz qu'on va pouvoir utiliser. Mais c'est le même principe. C'est toujours de l'énergie de la photosynthèse, donc de l'énergie de la nature, des plantes qu'on va utiliser. Elles captent du CO2 pendant qu'elles poussent et ensuite, on va pouvoir utiliser cette énergie. L'énergie solaire, vous l'avez mentionné. Alors souvent, l'énergie solaire, c'est quand on dit on utilise de l'énergie solaire, on la convertit en électricité avec des panneaux photovoltaïques, des panneaux solaires. Vous avez peut-être dû en voir, il y en a beaucoup sur les toits, il y en a de plus en plus. On récupère l'énergie du soleil, on la transforme en électricité. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'on ne faisait qu'une chose, c'est convertir de l'énergie. Eh bien, un panneau solaire, c'est un convertisseur. Il convertit l'énergie du soleil en énergie électrique. On a aussi des panneaux solaires qui peuvent créer de l'eau chaude, par exemple, donc ils vont utiliser la chaleur du soleil. On a l'énergie hydraulique, donc les barrages par exemple, ou les rivières. On peut aussi utiliser l'énergie des rivières pour la convertir en différentes formes. On a l'énergie éolienne, les grosses éoliennes que vous voyez, elles sont de plus en plus grosses pour qu'elles soient de plus en plus efficaces. On va même les mettre en mer maintenant parce que c'est beaucoup plus efficace. Et là, on récupère l'énergie du vent pour l'utiliser sous forme d'électricité. Toujours pareil, on convertit de l'énergie d'une forme à une autre. Et l'énergie nucléaire, ça a été mentionné aussi, qui est une forme d'énergie qu'on utilise et qu'on convertit dans la majeure partie des cas en électricité et un petit peu en chaleur. Et ce qu'il va falloir faire dans le futur, eh ben, c'est utiliser plus de ces choses-là et beaucoup moins de pétrole et de charbon et de gaz pour émettre beaucoup moins de CO2 dans l'atmosphère. Donc ça, c'est la première chose quand on pense changement climatique, c'est changer des types d'énergie qu'on utilise pour émettre moins de CO2 et pour ne plus contribuer au changement climatique. Mais il y a une autre chose qu'on va pouvoir faire aussi. Alors, la chose qui est très, très importante quand même, c'est que tout ce qu'on fait dans la vie a un impact. Et c'est vrai aussi pour l'énergie. On peut parler d'énergie verte, d'énergie propre, de ce qu'on veut. Toute énergie, on l'a dit au tout début, l'énergie, c'est agir. L'énergie, c'est transformer le monde. Utiliser de l'énergie, c'est transformer le monde. Et donc, tout aura un impact. Et ce qui est important, c'est de limiter les impacts. D'accord? Il n'existe aucune action humaine, aucune source d'énergie qui n'a pas d'impact sur l'environnement. Si vous voyez par exemple une centrale nucléaire, il faut construire des grosses installations. Des éoliennes, il faut construire des fondations en béton, il faut construire le mât, il faut construire les hélices. Des panneaux solaires, il faut les construire, etc. À chaque fois, vous allez avoir un impact sur l'environnement. C'est extrêmement important de comprendre ça puisque l'enjeu dans l'avenir, c'est de minimiser nos impacts, mais il n'existe rien qui n'a pas d'impact. Même quelqu'un a mentionné l'énergie des muscles, par exemple, on en parlera juste après. Si vous utilisez votre énergie, juste vos bras pour aller couper une forêt, ça a toujours un impact. D'accord? Donc c'est extrêmement important de comprendre que ce qu'on essaye de faire, c'est de minimiser au maximum notre impact, mais il y a toujours un impact. Il n'existe rien qui est complètement propre. Tout a toujours un impact sur l'environnement et on essaie de le minimiser. C'est peut-être pour ça, là, je vois une question qui sort et puis on va très très vite maintenant passer aux questions. C'est quoi l'énergie verte? Il n'y a pas vraiment d'énergie totalement verte. Il y a des énergies qui consomment moins que d'autres à produire, mais il n'y en a pas vraiment de verte, comme on le dit, c'est ça? Alors oui, il y a des critères quand même sur la quantité de CO2 qu'émet une source d'énergie et on qualifie de vert ou pas vert en fonction de ça, mais c'est un peu une classification, c'est pas arbitraire, mais c'est une classification qui est peut-être pas totalement correcte. C'est les sources d'énergie qui ont l'impact minimum sur l'environnement, donc les énergies renouvelables, des choses comme ça, qui ont moins d'impact sur l'environnement que peuvent l'avoir les énergies fossiles. Mais j'essaye juste de vous faire comprendre que même ça a forcément un impact, c'est juste qu'on essaie de le minimiser.
Et alors justement, c'est parfait, on prend la dernière question liée directement à cette présentation et puis ensuite on va ouvrir sur les autres questions. Qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau tous les jours? Je pense que la première chose, Greg, qu'on peut dire, c'est déjà essayer de moins consommer de manière générale parce que consommer, ça oblige tout le monde à produire et produire, ça fait de la consommation d'énergie, c'est ça? Alors exactement, la première chose, il y a plusieurs choses qu'on peut faire, mais une des choses les plus importantes, c'est tous d'essayer d'utiliser moins d'énergie et d'utiliser mieux l'énergie. Parce que je l'ai dit au tout début, à chaque fois qu'on utilise de l'énergie, on la convertit d'une forme à une autre, mais il y a des pertes. On perd à chaque fois un peu d'énergie. Et ce qui va être intéressant, c'est ce qu'on va appeler l'efficacité, c'est de perdre le moins possible d'énergie. Parce que ce qu'on veut, c'est limiter notre impact sur l'environnement. Donc, s'il y a moins de pertes dans le système, on minimise un peu notre impact. Donc ça, c'est la première chose, c'est déjà utiliser les choses beaucoup mieux. Il y a une autre chose dont vous devez entendre parler beaucoup en ce moment, c'est ce qu'on appelle la sobriété, c'est d'essayer d'utiliser moins d'énergie. C'est-à-dire de se poser la question de ce qu'on fait, de nos usages pour limiter notre impact sur l'environnement. Il y a plein de choses qu'on peut décider de faire autrement, on vivra toujours très bien, et ça permet de minimiser la quantité d'énergie qu'on utilise et donc notre impact sur l'environnement. Donc c'est extrêmement important. À chaque fois que vous faites quelque chose, rappelez-vous, vous utilisez de l'énergie et vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je peux faire pour utiliser le moins d'énergie, mais pour faire la même chose, par exemple, parce que vous avez toujours besoin d'aller à l'école le matin. Alors, ça ne va pas changer. Et donc, comment vous pouvez le faire en utilisant moins d'énergie? Et on a une petite question justement pour vous là-dessus, parce que parfois, ce n'est pas toujours intuitif. Est-ce que, je ne sais pas si tu veux poser la question, Déborah. Non, vas-y, c'est parfait. Par exemple, une façon de se transporter ou de bouger en utilisant moins d'énergie, c'est de marcher ou d'utiliser un vélo. Ça utilise moins d'énergie qu'une voiture. Mais est-ce que vous avez une idée de ce qui utilise le moins d'énergie pour se déplacer? Est-ce que c'est marcher ou est-ce que c'est prendre un vélo? Alors, répondez-nous dans le chat. Marcher ou prendre un vélo? Ça répond massivement marcher. Eh ben non! J'ai bien fait de poser la question. Eh ben non, en fait, un vélo, c'est beaucoup plus efficace que le corps humain et on utilise moins d'énergie pour se déplacer si on prend un vélo que si on marche. Alors, c'est pas intuitif parce qu'on a l'impression que c'est une machine, mais en fait, le vélo est la chose la plus efficace qu'on ait inventée dans l'histoire pour se déplacer. Pourquoi? Juste une raison, c'est que quand vous marchez, votre corps, il monte, il descend. À chaque pas, votre corps, il monte, il descend. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois, vous devez combattre la gravité terrestre, donc la force qui vous fait rester sur la Terre. Quand vous êtes sur un vélo, vous n'avez pas ce mouvement-là et vous avez une transmission mécanique qui est beaucoup plus efficace que votre corps. Et donc, le vélo utilise moins d'énergie par kilomètre que la marche à pied. Moi, je ne savais pas du tout. J'ai découvert en préparant la conférence avec Greg. C'est incroyable. Alors, pour les actions concrètes, et ensuite, on va ouvrir vos questions parce qu'il est déjà 9h45. On nous a dit moins d'eau, des douches plus courtes et moins souvent. Éteindre les lumières, moins utiliser la voiture, se déplacer à pied ou en vélo pour les petits trajets, et donc idéalement vélo, éteindre les lumières quand on quitte une pièce, éteindre le chauffage, produire moins de déchets et les ramasser en les mettant dans une poubelle, etc. etc. On va vous partager, Margot, si tu es d'accord, on vous partagera les actions concrètes avec toutes les classes, les actions qui ont été proposées. Comme ça, on agit tous en même temps. Alors, et peut-être juste un commentaire sur ce qui a été mentionné, ce sont des très bonnes choses. Il faut se rappeler que ce qui émet le plus de gaz à effet de serre en France, c'est le transport. C'est à peu près 3 unités de gaz à effet de serre sur 10 unités qu'on émet. Et donc, dès que vous êtes capable de vous transporter en émettant moins de CO2, vous avez une action qui est extrêmement efficace. D'accord. Allez, il nous reste 15 petites minutes. On fait des réponses les plus courtes possibles pour prendre un max de questions. Justement, tu parlais de la France. C'est quoi l'énergie qui est la plus utilisée en France aujourd'hui? C'est le pétrole. À 50% à peu près, notre énergie vient du pétrole, suivi par le gaz et ensuite l'électricité. En fait, l'électricité, c'est seulement un quart, un petit peu moins, même un quart de l'énergie qu'on utilise. On s'en rend assez peu compte, mais c'est une petite partie de notre énergie. D'accord. Alors justement, quand est-ce qu'on n'aura plus de pétrole? Alors, c'est une bonne question. Il y a un stock fini, il y a une ressource finie de pétrole et on l'utilise assez rapidement. C'est un peu compliqué à dire parce que ça dépend aussi de notre capacité à aller récupérer du pétrole. Quand on a commencé à utiliser le pétrole il y a 150 ans, le pétrole était facile, on faisait des trous qui n'étaient pas très profonds et on le récupérait facilement. Maintenant, on fait des trous qui sont à 2,5 km sous la surface, d'accord? Donc, on va creuser très, 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 très profond sous la mer pour aller récupérer du pétrole. Et donc, la question, c'est à quel moment ça devient trop difficile de le récupérer et à quel moment ça devient trop cher. Et en fait, une façon de penser à ça, c'est pas trop quand est-ce qu'on n'aura plus de pétrole. Il y en a beaucoup trop pour le climat.
Donc, il ne faut pas attendre qu'il n'y ait plus de pétrole, il faut s'en passer parce que le climat a besoin qu'on arrête d'utiliser du pétrole. Pour le climat, on a beaucoup trop de charbon, beaucoup trop de gaz et beaucoup trop de pétrole. D'accord. Quelle est l'énergie la plus efficace? Alors, je ne sais pas, efficace par rapport à quoi, mais Alors, oui, c'est un peu compliqué comme question. Souvent, en fait, l'électricité est plus efficace. Alors, l'électricité permet d'avoir des usages qui sont beaucoup plus efficaces. Et c'est pour ça que dans le futur, on utilisera plus d'électricité, mais moins d'énergie. Par exemple, juste pour quantifier un petit peu, une voiture électrique, c'est à peu près 3 fois plus efficace qu'une voiture thermique. Pourquoi? Parce que quand on brûle quelque chose, une grosse partie de l'énergie, elle est perdue sous forme de chaleur. Et cette chaleur, on ne peut pas l'utiliser, on ne peut pas la récupérer. Et seulement une petite partie de l'énergie est transmise en mouvement. Quand vous avez une voiture électrique, vous êtes bien meilleur à transformer l'électricité en mouvement parce que vous faites beaucoup moins de chaleur. Donc, ce n'est pas tant l'énergie qui est plus efficace, c'est la façon dont on l'utilise. et quelle est l'énergie la plus polluante et quelle est la moins polluante? Alors, la plus polluante de très très loin, c'est le charbon, parce que ça émet beaucoup de CO2, parce que ça nécessite beaucoup d'eau pour aller récupérer du charbon, parce que ça détruit l'environnement. C'est l'énergie qui est de loin la plus polluante et c'est un quart de l'énergie dans le monde qui provient du charbon. Et donc, il y a urgence à plus l'utiliser. Alors, la plus propre, c'est un peu compliqué parce que ça dépend. Est-ce qu'on parle du CO2 qu'on émet ou est-ce qu'on parle de l'ensemble des usages et des impacts sur l'environnement? En général, les énergies renouvelables sont beaucoup plus propres, par exemple, que le pétrole. Il y a moins d'externalités, ce qu'on appelle les externalités, des effets sur l'environnement. Le nucléaire est aussi une énergie qui est relativement propre parce qu'on utilise très peu de matière et très peu d'espace. Donc, c'est difficile de dire laquelle est la plus propre. Et en fait, c'est une question qui est un peu plus compliquée que ça. La plus sale, c'est simple, c'est le charbon, ensuite le gaz, ensuite le pétrole. Ça marche. Comment l'énergie du soleil se transforme en électricité dans les panneaux solaires? Elle est peut-être un peu trop longue celle-là, je ne sais pas. Je l'ai tentée. C'est un Ouais. peu long. C'est des matériaux spéciaux qui absorbent la lumière et qui font bouger des électrons. En gros, le rayon de lumière, il arrive sur un matériau spécial qui est en général du silicium, le même silicium qu'il y a dans vos ordinateurs. Et quand le rayon de lumière, il arrive dans le matériau, ça fait bouger des petites particules et ce mouvement, ça fait de l'électricité. Ça roule. C'est ce qu'on appelle, juste une petite anecdote, parce que c'est la semaine de la science, c'est l'effet photoélectrique qui a valu le prix Nobel à Albert Einstein. D'accord, formidable. Est-ce qu'on peut fabriquer de l'essence avec autre chose que le pétrole? Alors oui, avec de la biomasse, donc avec soit des résidus, avec des céréales, avec du colza, avec des choses comme ça, on peut transformer ça en essence qu'on va appeler du biocarburant parce que c'est biologique. Et on peut faire à peu près toutes les formes de carburant qu'on veut. La question, c'est à quel prix et quelle difficulté? Mais oui, ça se fait déjà. Si vous allez à la pompe à essence avec vos parents et vous voyez du E85 qui est offert sur certaines pompes, c'est de l'éthanol qui en général provient de produits agricoles. Et il y a un petit peu de bioéthanol dans d'autres types de carburants. Et c'est un des espoirs pour l'avenir. Pour certaines applications très difficiles, ça va être d'utiliser des biocarburants ou ce qu'on appelle aussi du biogaz. Par exemple, pour les bateaux qui vous emmènent les marchandises qu'on utilise, pour peut-être les avions aussi, on va être obligé d'utiliser, pas obligé, on va utiliser des biocarburants qui sont faits à partir de la biomasse. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit on n'a pas bien entendu les autres énergies avec lesquelles on fait de l'essence. Tu peux dire en 2 mots, Greg, les redire? Alors, c'est principalement ce qu'on appelle de la biomasse. Ça va être des résidus d'agriculture, donc les choses que l'agriculture n'utilise pas. Ça peut être aussi du colza ou de l'huile de palme ou des choses comme ça. Ça peut être aussi utiliser des arbres ou des résidus d'arbres ou des résidus de coupe d'arbres. En gros, tout ce qui pousse, on peut d'une façon ou d'une autre le transformer en carburant avec différentes efficacités. Mais des biocarburants, c'est des choses qui poussent par la photosynthèse qu'on transforme en carburant. Est-ce qu'on peut réutiliser l'énergie, Greg? Alors non, parce qu'il y a un principe. Alors ça dépend de ce qu'on appelle réutiliser. Mais je vous l'ai dit, on convertit de l'énergie. D'accord? On prend une forme d'énergie, quand on l'utilise, on la convertit en autre chose. Le pétrole, on le convertit en chaleur et en mouvement si on utilise une voiture. Comme il y a des pertes, à chaque fois, il y a ce qu'on appelle un principe d'irréversibilité. C'est un gros mot, mais c'est pour dire qu'une partie de cette énergie, elle est transformée et on ne peut plus la récupérer. Elle existe toujours, cette énergie, elle est là, mais elle est de moins bonne qualité. Donc, ce qu'on fait, c'est d'utiliser de l'énergie qui est de très bonne qualité et on la dégrade au fur et à mesure, ce qui veut dire qu'on perd une partie de cette énergie et que donc on ne peut pas la récupérer sous cette forme. Est-ce qu'on peut utiliser l'énergie de la foudre? Elle nous a été posée plein de fois, cette question. Alors, ça marche que dans le film Retour vers le futur. Non, on ne peut pas parce que
D'une, on ne sait pas exactement prévoir où tombe la foudre, donc ça rend quand même les choses très compliquées. À la base, c'est énormément d'énergie, c'est vrai, qui arrive sur une durée de temps très très courte, un éclair, mais on ne peut pas prévoir et en fait, on n'est juste pas capable de capter cette énergie, donc malheureusement non. Où part l'énergie? Est-ce que l'énergie part? Elle ne part pas, elle reste là, elle se dégrade, d'accord? Voilà. C'est juste, en général, l'énergie se transforme en chaleur. La chaleur, c'est la forme ultime d'énergie après toutes les conversions qu'on a fait. Donc, toutes vos utilisations d'énergie, à la fin, ça crée de la chaleur. Et cette chaleur, eh ben, on ne peut pas la récupérer, on ne peut pas la réutiliser, et c'est ça un des problèmes de l'énergie. Ça marche. Alors, l'hydrogène maintenant, parce qu'on a plein de questions sur l'hydrogène. J'ai 2 questions déjà. 1, comment ça fonctionne? Et 2, est-ce que c'est vraiment l'énergie du futur? Alors, déjà, il faut comprendre quelque chose. Quand on parle d'hydrogène et d'électricité, je ne l'ai pas dit, il y a une grosse différence entre le pétrole et l'énergie solaire, par exemple, et l'électricité et l'hydrogène. C'est que les premiers, on les trouve dans la nature. Le pétrole, ça se trouve dans la nature. L'énergie solaire, il y en a partout. D'accord? C'est ce qu'on appelle les énergies primaires. L'électricité et l'hydrogène, ce sont ce qu'on appelle des vecteurs énergétiques. Ce sont des choses qui n'existent pas dans la nature. Alors oui, il y a la foudre, mais on l'a dit, on n'est pas capable de récupérer. Il y a un petit peu d'hydrogène naturel, mais on n'est pas capable de... Donc il faut fabriquer cet hydrogène, il faut fabriquer l'électricité. Donc déjà, il y a une étape nécessaire pour la fabriquer. L'hydrogène, ça permet de faire en théorie plein de choses, mais c'est une molécule qui est toute petite. C'est un tout petit atome qui diffuse dans les métaux, qui rend un peu les choses compliquées. On va l'utiliser pour l'industrie, pour faire de la chimie, pour faire des engrais, pour faire de l'acier. Pour tout ça, on aura besoin d'hydrogène. Pour d'autres applications comme les transports, l'avion, etc., c'est plus compliqué et ça va nécessiter encore beaucoup de recherche, etc. Donc oui, ça permet de faire des choses, ça ne va pas permettre de tout faire. Et on en parle souvent assez mal. Mais rappelez-vous quand même que l'hydrogène et l'électricité ne sont pas des sources d'énergie, ce sont des énergies qu'on doit d'abord produire. Est-ce qu'on pourrait trouver de l'énergie sur d'autres planètes? Je sais qu'en ce moment, on va chercher de l'hélium 3 sur la Lune. Est-ce que c'est pour faire de l'énergie? Est-ce que... Alors oui, en effet, il y a des planètes qui ont plein de ressources, il y a des planètes qui ont plein de gaz, etc. La question, c'est est-ce que c'est pratique? Pas trop en fait, parce qu'on n'est pas très très bon. Les autres planètes sont relativement loin, même la Lune, c'est pas tout près. Donc il y a plein de choses, il y a des métaux aussi sur les planètes, mais a priori, on a déjà énormément d'énergie sur Terre, hein. Il faut bien se rendre compte que de l'énergie, le Soleil nous en envoie énormément. Chaque année, le Soleil nous envoie plus d'énergie que nous, on en utilise, mais avec un facteur au moins 100. Donc, le Soleil nous envoie au moins plus que 100 fois plus d'énergie qu'on utilise. Donc, on n'a pas un problème de quantité d'énergie, on a un problème de son utilisation et de l'effet de l'utilisation de cette énergie. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller sur d'autres planètes pour trouver de l'énergie. Alors, il y a une question à laquelle on ne va pas répondre, mais je la dis quand même parce qu'elle est trop mignonne. Il y a Calista qui demande, quand je suis malade, pourquoi est-ce que je n'ai plus d'énergie? Bon, à une autre occasion, une autre fête de la science, on fera une confite sur la médecine. En gros, c'est parce que, on peut répondre très facilement. Tu peux répondre. C'est parce que le corps, généralement, on a de la fièvre, donc le corps utilise beaucoup plus d'énergie pour faire de la chaleur, et donc on a moins d'énergie pour faire d'autres choses. Et donc on se sent fatigué parce que le corps utilise plus d'énergie pour faire autre chose. Bon, écoute, je ne pensais pas que tu aurais une réponse, c'est magnifique. Quelle est la première énergie qu'on a trouvée? Alors la première énergie qu'on a trouvée, c'est le feu, la chaleur. Il y a très 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 longtemps déjà, les hommes préhistoriques ont compris qu'ils pouvaient brûler des choses et ils ont compris en fait quelque chose qui est fondamental, qui différencie l'humain des autres espèces, c'est qu'on est capable d'utiliser de l'énergie qui n'est pas que de notre corps. Les animaux mangent, etc., utilisent leurs muscles. Nous, on a compris, on a réussi à utiliser d'autres sources d'énergie. Donc la première, c'était brûler des choses, brûler du bois et des plantes pour se chauffer. C'est la première source d'énergie qu'on appelle extracorporelle qui ne dépend pas de notre corps. Comment l'uranium devient du nucléaire? Ou peut-être qu'il faut attendre qu'il ait 20 ans et qu'il soit en école supérieure pour répondre, ou on peut répondre? Je ne sais pas. Ah non, en gros, on casse des atomes. On casse ces atomes d'uranium et quand on les casse, on transforme un petit peu de la masse. C'est-à-dire qu'on casse l'uranium et on forme autre chose et on convertit une toute petite partie de ces particules élémentaires, qu'on appelle les particules élémentaires, en énergie. Donc, il faut juste se souvenir qu'on casse un atome. Un atome, c'est des briques, les briques élémentaires de la nature. Vous êtes fait de plein d'atomes, de carbone, d'azote, d'oxygène, d'autres choses. Il y a plein d'atomes, par exemple de fer, dans les choses qui vous entourent, etc. Là, on prend un atome particulier qui est de l'uranium, on le casse. Et quand on le casse, ça relâche de l'énergie qui est de la chaleur. On récupère cette chaleur pour faire bouillir de l'eau.
faire de la vapeur et on fait tourner ce qu'on appelle des alternateurs, hein, qui sont des grosses turbines qui tournent et qui font de l'électricité. Alors, on nous pose une question, mais je ne sais pas, pareil, je ne sais pas si on peut répondre à ça. Quel métier aide le plus la planète? Est-ce que c'est des métiers en lien avec l'énergie aujourd'hui ou pas? Oh, alors, un peu On peut au compliqué. moins se dire, est-ce que selon toi, c'est des métiers en lien avec l'énergie ou est-ce que c'est plutôt la façon dont on fait son métier qui fait que ça aide ou pas la planète? Alors, c'est un peu ça. Je pense que c'est plus la façon dont on fait les choses. Tout doit se transformer dans le futur, d'accord? Puisqu'on dépend d'énergie fossile, tout doit se transformer. Donc, nos modèles doivent se transformer. Donc, tout le monde peut avoir un impact. Oui, en ce moment, si vous allez travailler sur des choses qui vont aider à faire des biocarburants, sur des choses qui vont aider à développer des énergies renouvelables, etc., vous avez un très gros impact. Mais dans n'importe quelle profession, vous pouvez aussi avoir un impact sur rendre les choses meilleures parce que les entreprises vont devoir se transformer, parce que les écoles vont devoir se transformer, tout va devoir se transformer pour être compatible avec le changement climatique. Donc, tout ce que vous êtes capable de faire, à partir du moment où vous êtes conscient du problème et que vous essayez de le résoudre, vous pourrez avoir un impact dans tout ce que vous faites. Il faut juste se souvenir de quel est l'objectif et de ce qu'on essaye de faire. Greg, l'énergie nucléaire, dangereuse ou pas dangereuse? Tout est dangereux dans le monde, d'accord? Alors, il faut parler de risque. Un risque, c'est une probabilité, c'est une chance, c'est une probabilité que quelque chose se produise et c'est une gravité. Et donc, par exemple, si vous êtes à côté d'une éolienne, il y a un risque qu'elle vous tombe dessus. Il peut être très, très faible, il est très, très faible. Le nucléaire, c'est pareil. Potentiellement, il y a des choses qui peuvent être très dangereuses, mais elles ont une très, 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 très faible probabilité de se produire. Donc, on ne peut pas répondre oui ou non. C'est une question de risque et de gestion de ces risques. Et ce qu'on essaye de faire sur tout ce qu'on fait, c'est de minimiser le risque d'accident. Quand vous prenez votre voiture, vous prenez un risque. Et vous faites, la voiture est faite de sorte qu'il y a des règles sur la route pour minimiser les risques. La voiture est faite pour minimiser les risques que vous ayez un accident grave, etc. C'est un peu ça ma réponse. Bon, eh bien, écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il est 9h59. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les micros, toutes les classes, pour se dire au revoir. Merci à Juan pour cette confiance à l'occasion de la fête des enfants. Merci les enfants.